Nous, on avait prévu évidemment de laisser notre secrétaire général adjoint contextualiser tout ça, avant que, comme responsable du secteur international, on précise exactement ce qu'on est en train de faire sur ce domaine des libertés académiques. Mais globalement, le message, c'est que le SNESUB donne l'alerte en matière de liberté académique. C'est un peu ça l'idée qu'on voudrait faire passer. Monsieur le secrétaire général. Oui, donc voilà, le CSUC donne l'alerte et organise donc un colloque demain à l'occasion de la Journée internationale pour la défense des libertés académiques, en collaboration avec des partenaires internationaux. Donc l'idée, c'est que les libertés académiques sont remises en cause dès maintenant par les réformes de l'organisation de l'ESR et de son financement. La volonté de marchandisation des connaissances et aussi du contrôle accru sur les agents, dont les chercheurs et les enseignants-chercheurs, qui sont ravalés en gros à des agents de production, ça a des conséquences très peu évoquées dans le débat public, parce que ça remet en cause l'autonomie, la liberté des universitaires, qui est pourtant inscrite dans la Constitution. Et ça concerne toute la société, parce que les conditions de la production du savoir et la volonté d'influer sur les décisions des chercheurs en fonction de considérations qui peuvent être essentiellement concurrentielles et marchandes, ou encore politiques, représentent un réel danger en termes de progrès de la connaissance. Et c'est une menace pour le public, pour la société. Ça pèse sur la qualité et la pertinence des productions scientifiques, des recherches scientifiques. Donc, on voit bien les problèmes que ça peut soulever dans l'actualité assez récente, qui ont été largement diffusés, notamment sur le secteur médical, et aussi, par exemple, les questions autour de Monsanto et les interactions avec des chercheurs. Donc le conflit d'intérêts, il faut forcément y penser dans la recherche. Donc l'idée, c'est que ceux qui ne savent pas peuvent à présent contraindre, en fonction de leurs intérêts immédiats, ceux qui savent. L'ignorance s'imposerait aux savants. Et ça, c'est dangereux pour toute la société. Donc les effets aussi sur les agents, le contrôle des agents dont je parlais tout à l'heure, il peut se faire de façon assez subtile, parce que c'est la question des appels à projets et donc du financement. La poussée de chercheurs à autofinancer ces recherches, notamment par des entreprises, a des conséquences importantes à voir en tête, mais c'est aussi le développement de la précarité. De la même façon, ça a des incidences de ce côté-là. Et ou plus fortement les tentatives d'instaurer des hiérarchies au sein des instances universitaires, enfin des instances et des collectifs de travail. Voilà, donc maintenant, ceci étant posé, je vais passer la parole au responsable du secteur international qui a organisé tout ça et connaissent Merci Philippe. mieux le sujet. Il y a 3 jours maintenant, 2 jours, mardi 4, Frédéric Vidal était invité au séminaire d'accompagnement des nouveaux directeurs et directrices d'unité qui est organisé par le CNRS et la CPU. Et elle disait « Je sais qu'on ne choisit pas ce métier pour l'argent, que les scientifiques en France ont la chance de pouvoir mener une recherche libre. » Et dans la suite de son propos, elle ajoutait « Il faudrait apprendre à nos concitoyens que la parole scientifique a plus de valeur qu'une opinion. » Leur redonner de la connaissance et du sens critique, disait-elle. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. On attend de Madame Vidal qu'elle garantisse les prérogatives du CNU. On attend de Madame Vidal, si elle pense réellement ces propos, on en reparlera sur la LPPR, mais qu'elle garantisse effectivement, et ça n'a pas l'air d'être le cas avec la LPPR qui s'annonce, l'autonomie et l'indépendance des universitaires. On évoque en ce moment le caractère autoritaire de l'État. On a un président de la République qui nous invite à tester la dictature si nous sommes mécontents. Malheureusement, le débat ne concerne pas que la France et simplement
les questions de répression policière ou de liberté de manifester. Le sujet est bien plus vaste, bien plus grave peut-être, au sens où un peu partout aujourd'hui dans le monde, l'ensemble des libertés académiques sont menacées. Dans nos pays, ça passe par la marchandisation de l'ESR, et ça va jusqu'à l'arrestation, l'emprisonnement d'universitaires en Turquie par exemple. Et effectivement, le CNSU donne l'alerte. Les conditions de la production libre et efficace du savoir sont effectivement aujourd'hui menacées. Nous avons, lors du Congrès international de l'éducation, proposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité avec le SNCS et avec la Fédération du Québec des professeurs et des professeurs d'université. On vous l'a remise, mais elle dit déjà un certain nombre de choses importantes sur la liberté de la recherche et la diffusion du savoir. Et nous avons à peu près au même moment, avec plusieurs partenaires internationaux, que je vais me permettre de citer, mais ils sont dans le dossier de presse, le CNEC de Côte d'Ivoire, Eğitim-Sen en Turquie, la Fédération Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie, le SAES et le SUDES au Sénégal. Je crois que j'ai cité tout le monde. Nous avons été à l'origine tous ensemble d'une plateforme commune destinée, qui est aussi dans le dossier de presse, destinée à attirer l'attention sur cette question d'université publique, démocratique, autonome, qui aujourd'hui est menacée. Alors pour nous, ça va clairement depuis le processus de Bologne et son utilisation aujourd'hui comme outil qui, que ce soit volontaire ou pas, élimine, amoindrit, contrarie l'autonomie des universités, ou en tout cas l'autonomie des universitaires. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je développe tout parce que vous avez les éléments dans le dossier de presse. On pourrait y revenir, bien sûr, s'il y a des questions, pas être trop long. Marc. Moi, je vais essayer d'être hyper concis, mais ça ne veut pas dire très court. Il y a la question, en amont de tout cela, il y a la question de l'évolution du monde. Il y a, comment dire, si les mêmes phénomènes apparaissent dans quasiment tous les pays du monde, hormis peut-être la Chine, parce qu'elle a une autre trajectoire, c'est qu'il y a une raison commune. Ça ne tombe pas du ciel. L'évolution des rapports entre les États, entre les nations, qui est alliée à l'évolution de l'économie mondiale, de plus en plus intégrée, avec les accords de libre-échange qui mettent en concurrence toutes les nations entre elles d'une manière exacerbée, de manière extrêmement intense, amène les gouvernements à être sous deux pressions. L'une, c'est d'être dans l'obligation, de fait, en raison des accords internationaux de libre-échange, dans l'obligation de défendre leur territoire économique. Et pour ce faire, pour cette défense, il y a deux outils quasi principaux qui sont l'innovation et la formation. Et la conséquence de cela, c'est que dans tous les pays du monde, les gouvernements exercent une pression sur la formation et sur la recherche pour les transformer, pour les focaliser sur la bataille économique internationale, sur la concurrence économique internationale. Et ce phénomène est mondial. Mais il y a un autre processus qui apparaît, qui s'ajoute à ça. C'est que les États, les gouvernements, de plus en plus fonctionnent comme des grandes entreprises qui sont focalisées sur l'économie. Et donc, ils forcent les sociétés à se transformer pour qu'elles soient intégrées dans la compétition économique, totalement intégrées. Ça touche les droits sociaux, ça freine la capacité à répondre aux questions environnementales,
etc., etc. Donc c'est l'ensemble des sociétés qui sont sous pression. Et cette pression fait que les aspirations démocratiques, sociales, environnementales, culturelles, ne sont pas satisfaites. Et du coup, les gouvernements, pour faire face à cette demande sociétale insatisfaite, développent un autoritarisme. Alors cet autoritarisme en France prend des formes que je ne vais pas développer parce que vous les connaissez aussi bien que nous, enfin du moins pour ce qui est d'État policier, de plus en plus policier, pardon, il ne faut pas non plus caricaturer, mais prend aussi des formes d'autorité d'État qui s'exercent sur les différents secteurs publics, y compris l'enseignement supérieur et la recherche. Je dirais peut-être notamment l'enseignement supérieur et la recherche. Alors cet autoritarisme de l'État français, pour ce qui est de notre pays, sur l'enseignement supérieur et la recherche, s'exerce par 4 axes principaux. Mais ces 4 axes, on les retrouve partout dans le monde. Ce n'est pas une spécificité française. Le premier, c'est la précarité. En augmentant la précarité, on augmente la soumission des personnels à leur hiérarchie. Ce n'est pas une spécificité de l'enseignement supérieur de la recherche, mais l'augmentation de la précarité dans tous les secteurs importants a cela pour conséquence. Le second axe, c'est le financement. Autrefois, il n'y a pas très longtemps, quand je dis autrefois, c'était pas au XIXe siècle, il y a 20 ans, voire 10 ans, les financements d'un laboratoire de recherche se faisaient sur une base assez importante, récurrente, qui permettait aux laboratoires et aux chercheurs de ces laboratoires de décider d'une partie importante de leurs travaux de recherche. Pas de tout, d'une partie importante. Cette part de financement que nous on appelle dans notre jargon financement récurrent se réduit d'année en année. C'est d'ailleurs ça qui avait provoqué en 2003 la rébellion, en 2004 je ne sais plus, la rébellion, si je puis dire, des directeurs de laboratoire directement concernés et l'émergence de Sauvons la recherche. Ce phénomène se poursuit et en parallèle se développe le financement sur appel à projet, qui lui réduit fortement la liberté des laboratoires et des chercheurs, puisqu'ils ne choisissent ils choisissent beaucoup moins qu'autrefois leurs thématiques de recherche et leurs objectifs de recherche, voire leur méthode. Parce qu'il faut qu'ils répondent aux appels à projets qui, eux, fixent des critères, fixent des contraintes, fixent des objectifs. Troisième base de pouvoir, c'est l'évolution des conseils, les conseils de décision. Conseil d'administration, conseil scientifique, etc. Dans ces conseils, on a de plus en plus la présence de personnes extérieures et de moins en moins la présence des personnels élus, des représentants du personnel. Et donc il y a une réduction de l'autonomie des personnels, puisque leur pouvoir dans ces conseils diminue. Et le quatrième axe, très important aussi, les 4 axes sont éminemment importants, c'est l'évaluation, l'évolution de l'évaluation. De plus en plus, l'évaluation vient contraindre les chercheurs et les laboratoires à se soumettre à des objectifs qui ne sont pas forcément les leurs. Parce que de l'évaluation dépend les carrières des personnels, l'évolution de leur carrière, mais de l'évaluation dépend aussi des financements des laboratoires. Un laboratoire qui est bien évalué aura plus de financement qu'un laboratoire qui aura été mal évalué. Et dans l'évaluation, de plus en plus, on trouve, et ça s'exprime aussi au niveau européen, la nécessité d'un lien important avec le monde de l'entreprise. Je vais bientôt m'arrêter là, sinon ce serait beaucoup trop long. Simplement, en complétant, à un moment donné, j'ai dit les gouvernements sont soumis à 2 pressions importantes. L'une, c'est la défense du territoire économique. L'autre, c'est la présence, la force, la puissance d'un acteur qui s'est développé immensément à l'échelle mondiale, ce sont les entreprises multinationales. Elles ont un pouvoir de pression sur les gouvernements qui n'existait pas il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans, et encore beaucoup moins il y a 30 ans. Donc cette pression en défense des territoires économiques, pression d'une part, et influence des multinationales,
qui sont déterminants pour comprendre la dynamique qui est en cours. Moi, j'en dis pas plus, parce que sinon je serais beaucoup trop long. S'il y a des questions, c'est le moment. Bien sûr, il y a des questions. Vous avez parlé de l'évaluation. Ce qui est un petit peu dans les tuyaux en lien avec la LPPR, c'est aussi de revoir cette évaluation par le HCERS, de l'allier peut-être plus à des critères de performance pour lier performance et financement des universités. Est-ce que du coup ça vous inquiète ? Moi, je peux répondre, mais c'est plutôt le secrétaire général. On est là sur le directeur national. Ma réponse est oui. Oui, bien sûr. Bon, je pense que c'est aussi, c'est aussi comme ça que le prennent la plupart de nos collègues qui réagissent actuellement aux annonces qui avaient été faites dans les rapports préalables au projet de loi. Ce développement de la HRS, les propos d'Antoine Petit pour développer la concurrence, ceux même du président de la République, c'est effectivement, comme disait Marc, l'évaluation des personnes et des laboratoires qui est utilisée aussi pour orienter les recherches. Et les collègues le vivent assez mal. On voit bien qu'il y a une réelle inquiétude là-dessus. D'autant que l'évaluation est à mettre en rapport direct avec l'objectif de modulation des services qui est aussi dans le projet LPPR. Donc c'est une évaluation qui peut donner lieu à une évolution très forte du vécu du métier des collègues. On peut ajouter éventuellement, c'est qu'il faudra définir critères de performance. Ça dépend de ce qu'on met effectivement derrière. Si la performance, c'est des critères marchands de valorisation des travaux, de valorisation immédiate des travaux de recherche et de leur rentabilité, clairement, on est frontalement ici dans une opposition avec des libertés académiques qui sont à la fois la liberté de la recherche, la liberté d'enseignement, la liberté d'expression. Et là, on voit bien que sur la liberté de la recherche, s'il s'agit avant tout d'être rentable, on imagine qu'il y a un certain nombre de travaux qui passeraient à la trappe. Il y a des travaux qui ne sont pas rentables, il y a des travaux qui sont des fausses pistes, il y a des travaux qui sont des erreurs à un moment donné, sauf qu'on ne le sait pas d'emblée. Il faut d'abord avoir testé la piste, vérifier que c'est une erreur, parce que si c'est une erreur, c'est un résultat aussi. Si c'est une fausse piste, c'est aussi un résultat de recherche. Il se trouve que là, s'il n'y a pas de rentabilité immédiate, ce n'est pas un résultat de recherche. Donc notre secrétaire général adjoint l'a dit, c'est l'ignorance qui s'impose au savoir. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où effectivement il faut laisser ceux qui savent envisager les pistes de recherche et pas les contraindre avec une pression qui les obligerait à... Les critères de performance, si c'est des critères individuels, on l'a déjà dit aussi, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque la nature même d'une équipe de recherche, c'est de travailler collectivement avec un programme, avec un collectif, et que là, il s'agit aussi de détruire ces collectifs qui sont pourtant des équilibres fragiles. Voilà, je trouve aussi, je ne veux pas être trop long, mais vous avez peut-être d'autres questions sur lesquelles... Dans cette évaluation, je vais ajouter un élément, parce que ce qui est vraiment très très inquiétant dans cette affaire, c'est que le SNESUP n'est pas opposé à ce qui est des projets, la finalité concrète, réalisée par la recherche publique. Par contre, il est indispensable qu'il y ait toute une large base de la recherche publique qui soit hors de ces projets, qui soit en capacité de créer du neuf, de créer de l'imprévisible et de consolider fortement le savoir. Et en mettant tout dans les projets, qui plus est marchands, etc., en mettant tout dans ces projets, on va assécher la base qui est essentielle à la fois pour le développement du savoir et des technologies, pour le moyen et long terme, mais aussi pour la démocratie, bien évidemment, et la libre pensée, et la pensée libre. Et puis, dans ce qu'on parlait d'évaluation, on voit bien avec le rapport par exemple du groupe 3 là, sur la LPPR, c'est aussi prendre en compte dans l'évaluation, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, mais
par par le biais de financement avec les entreprises, de travail avec les entreprises, pour le mettre en avant, mieux le valoriser dans les carrières. Et ça va avoir un impact lourd, tant pour les labos que pour les individus qui. Vous avez parlé donc de l'impact du financement, de ce qui se passe aussi à l'échelle mondiale. Pour revenir peut-être sur à l'échelle vraiment nationale, on a vu ces derniers mois et ces dernières années qu'il y a eu pas mal de remous en termes de liberté académique, avec des colloques ou des séminaires qui étaient annulés. Je pense à Bordeaux-Montaigne, je pense aussi il y a eu des histoires à Lyon ou à l'EHESS. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez l'impression que ça se renforce? Et comment est-ce que vous analysez aussi ces événements-là? Qui répond? Nous, on a toujours le même discours. Hein. On est pour la liberté d'expression à l'université. Alors, a fortiori, quand il s'agit de collègues qui ont toute légitimité pour y prendre la parole. Et effectivement, si on est cohérent, il ne s'agit pas d'empêcher des collègues de s'exprimer. Bon, il y a d'autres cas où on a vu des hommes politiques venir faire de la politique à l'université et s'étonner que, du coup, je pense à François Hollande avec la promotion de son livre, bon, il est venu faire de la politique dans un amphi et il s'étonne que dans l'amphi il y ait de la politique. Bon, c'était un peu dommage, c'est regrettable, mais bon, c'est un autre champ que celui de la liberté académique. Et effectivement, ça a été évoqué par d'autres, ça a été évoqué par ailleurs, mais oui, l'université doit rester un lieu de liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression, c'est pas non plus la liberté académique. C'est pas seulement, il n'y a pas de confusion là-dessus. ALEF a fait une dépêche là-dessus. Oui, justement, j'allais vous qui était demander intéressante, si bien sûr. Par rapport au colloque de QSF, vous déliez aussi les deux, c'est-à-dire liberté académique, liberté d'expression. Oui et non. À toi de jouer. Ouais, Ça fait partie du truc. bien sûr. On ne délie pas les deux. Non, vas-y, continue. Non, la liberté d'expression, c'est un élément de la liberté académique. Mais je pense que ça avait été exprimé, d'ailleurs, parce que vous parlez de QSF, ça avait été exprimé par le président d'honneur, je crois, Olivier Beau, de QSF, qui lui-même avait fait cette distinction entre liberté, définition des libertés, on n'a pas peur du mot, définit les libertés académiques comme liberté d'expression, liberté de recherche et liberté d'enseignement. On est entièrement d'accord, bien sûr, on est entièrement d'accord là-dessus. Et on n'est pas trop nombreux à défendre la liberté académique, et on voit bien que c'est pas un enjeu qui concerne uniquement une fraction des universitaires. On est tous concernés au même titre par cette question d'importance. Oui, il faut faire attention. Je pense qu'il y a un danger qui serait de distinguer sans autre... de parler que les libertés académiques et les libertés d'expression sont deux choses différentes. Le dire comme ça, on ne peut pas. Les libertés d'expression sont une des trois composantes des libertés académiques. Oui, c'est pas deux choses différentes, tu as raison. Je pense que, bon, si on veut faire avancer la science, nous, on est quand même dans une démarche d'échange et d'écoute qui est importante. Mais c'est pas que pour ça, c'est pour ça, mais c'est aussi, et d'abord pour autre chose. Il faut que l'université soit un lieu qui rayonne vers l'ensemble de la société. Et à partir de là, la liberté d'expression des universitaires à l'université doit être totale, dans les limites de la loi. En ce moment, il y a pas mal de motions contre les retraites ou contre la LPPR qui sont votées par les conseils d'administration des établissements. Je pense notamment à Rennes 2, où ça a été voté, et où le président d'université a été pas mal chahuté par des parlementaires, notamment dans un article de Ouest France. Est-ce que pour vous, c'est une sorte d'atteinte aussi aux libertés académiques et à la liberté d'expression? Totalement. Ouais, là, les parlementaires sont sortis du cadre de la loi, selon moi. Sauf autant qu'ils doivent être jugés. Oui, c'est une espèce de tentative de c'est dangereux. Ça fait partie du mouvement d'un autoritarisme qui ne vient pas que d'en haut, qui est aussi porté par des acteurs divers, dont certains parlementaires, qui sont déjà habités par l'autoritarisme. Et ça, c'est très inquiétant, très très inquiétant. On peut quand même pouvoir mettre sous le boisseau politique des directions d'université. Donc malheureusement, ça va dans le sens des orientations politiques dont on a parlé depuis une vingtaine d'années. Mais donc,
ça se concrétise encore. La guerre 39-45, à son issue en France, mais pas uniquement en France, mais notamment en France, a transformé la notion de fonctionnaire. Avant, les fonctionnaires étaient conçus comme étaient conçus comme des fonctionnaires servant l'État, serviteurs de l'État. À la suite de la guerre 39-45, tirant l'expérience du fascisme, les fonctionnaires ont été considérés comme étant des fonctionnaires citoyens. Donc là, il y a une tendance à vouloir revenir en arrière, à aller vers des fonctionnaires servant l'État, c'est-à-dire servant les gouvernements. Parce que le pouvoir hiérarchique vient au départ du gouvernement. Le député de la Creuse, je crois que c'est aussi à ça que vous faisiez référence, le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, avait envoyé un courrier à la ministre de l'Enseignement supérieur pour cette question de Rennes 2, et disait dans son courrier « Les universités ont le droit de mettre en place les formations qu'elles souhaitent, mais tout le problème est dans la conjonction de coordination. » Monsieur le député. Vous avez aussi parlé des transformations à l'œuvre dans les conseils d'administration et puis les conseils centraux de manière générale des universités. Est-ce que vous pensez aux établissements publics expérimentaux? Est-ce que vous avez un peu analysé tous les statuts? Est-ce qu'il y en a certains qui vous posent problème au regard de cette question de la liberté académique? Philippe, c'est pas j'ai beaucoup creusé, mais non, j'ai pas les détails vraiment de certains statuts, mais je sais que ça pose problème effectivement dans certains établissements expérimentaux. Je pense à Paris, me semble-t-il, à Lyon, où il y a des difficultés là, en cours. Mais c'est toujours cette tendance aussi, là, depuis plusieurs années, de réduire la part des personnels dans les conseils d'établissement et puis d'imposer des personnes extérieures venant du monde économique ou politique et qui, de plus souvent, sont peu présentes, en fait, déléguant de fait le pouvoir à un président, une présidente et un petit groupe. Sur la grille d'analyse de manière générale, je crois que les journalistes le savent aussi très très bien, c'est que si on est dans une situation de précarité, si on n'est pas représenté dans les instances de décision, si, etc., sa propre liberté d'expression, pour le coup, liberté. Oui, parce que la liberté académique est à la fois individuelle et collective. Elle est inséparablement individuelle et collective.